Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, la vidéo de suivi de mon portefeuille, la vidéo qui va couvrir cette fois-ci le mois de juillet. Nous allons voir quelles sont les actions que j'ai achetées au mois de juillet, quelles sont les actions que je prévois d'acheter au mois d'août, et on va également voir en détail toutes les positions de mon portefeuille, la performance également en toute transparence. Et d'ailleurs, vous allez voir que ce mois-ci, c'est clairement pas glorieux. Je pense que vous êtes tous au courant, mais certaines grosses positions de mon portefeuille ont complètement décroché. C'est le cas d'LVMH par exemple, qui plombe complètement ma performance ce mois-ci. Mais c'est pas grave, de toute façon, on est là pour du long terme, vous le savez. Donc on va voir tout ça en détail ici. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, j'ai fait toute une série que j'ai commencé, je crois, en décembre dernier sur mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à revoir toutes les anciennes vidéos, comme ça vous verrez l'évolution au fur et à mesure. En tout cas, comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez tous faire vos recherches, avoir vos convictions, et seul vous pouvez faire des choix d'investissement. Ne copiez surtout pas le portefeuille de quelqu'un d'autre. Donc vérifiez toujours les informations par vous-même et faites vos recherches. Ceci étant dit, donc vous pouvez voir que ce mois-ci, mon portefeuille en valeur totale est à 48 060, en sachant qu'au début de juillet, j'avais dépassé les 50 000, donc c'est pour vous dire la claque qu'a pris ma performance, puisque j'étais autour des 7 000 euros de plus-value début juillet, et là je ne suis plus qu'à 5 300. Idem, j'étais à peu près à 17% de perf, je suis redescendu autour des 12, et j'étais à un CAGR de 9, là je suis repassé à peu près à 6. Donc les performances ont vraiment pris un coup suite aux annonces de résultats des différentes entreprises. En termes de dividendes, on est à 195 euros au total, 0,46% de dividendes, et en termes de performance, on voit que le PEA est toujours légèrement devant avec 13%, 9% pour le compte titre, 4000 euros de plus-value sur le PEA, 1300 sur le compte titre. Par contre, le compte titre a un bien meilleur CAGR que le PEA, donc ça c'est quand même intéressant à prendre en compte, sachant que j'ai 29 000 euros sur le compte titre, 29 000 euros sur le PEA et 13 000 euros sur le compte titre. Donc on voit qu'on a 69% sur le PEA, donc 33 000 euros, qui sont chez Bourse Direct pour ma part, c'est le courtier que j'utilise. Vous aurez, comme d'habitude, des liens en description si vous voulez ouvrir un PEA ou un compte titre. Donc, niveau compte titre, justement, moi je suis chez Interactive Broker, que je considère comme étant le meilleur, avec 31% de mon portefeuille. Si on regarde la répartition par type d'actifs, on a 58% en actions, 40% en ETF et 2% en cash. Et en devises, on a 64% en euros, 30% en dollars et 6% en couronne suédoise. Ça, c'est pour la vision globale. Ensuite, au niveau des positions, donc là on a toujours l'ETF S&P 500 qui représente 41% de mon portefeuille. Moi j'essaye toujours de garder une partie passive sur des ETF et une partie active sur des actions de qualité. Et les actions de qualité, en l'occurrence aujourd'hui, j'en ai 16 en portefeuille, donc 17 moins l'ETF BNP Paribas. On va voir tout ça en détail, mais parmi les grosses positions, on a Mastercard qui est devenue la plus grosse position de mon portefeuille. C'était Evolution AB le mois dernier, mais pareil, elle s'est faite découper par l'annonce de résultats, et pourtant les résultats étaient bons. Donc personnellement je ne suis pas d'accord avec la réaction du marché, mais ça malheureusement les marchés sont imprévisibles. Donc Evolution AB est repassé deuxième dans le portefeuille, suivi de LVMH, ASML, Apple, Visa, Hermès, L'Oréal, Microsoft, S&P Global, Fortinet qui fait son apparition dans le portefeuille, Intuit, Deutsche Börse, Alphabet, MSCI et Dassault Systèmes. Donc ça, c'est pour l'intégralité de mes positions, en sachant que ma stratégie est orientée quality growth, et le tout à un prix raisonnable. Je ne veux pas payer trop cher mes entreprises, et moi ma stratégie elle est très long terme, je suis là pour du 10, 15, 20 ans minimum, donc je ne compte pas revendre mes positions et je ne fais pas de swing, d'aller-retour sur mes positions. Et également, j'essaye d'avoir un portefeuille plutôt concentré, c'est-à-dire que je vais me limiter à 20 actions en portefeuille. Pour l'instant, j'en ai 16, j'ai que 4 places ensuite de disponibles, mais vous allez voir, je vais peut-être réarbitrer ça en août. Concernant les performances, donc ici, si on prend la colonne performance et qu'on la mène juste ici, on voit que ASML est toujours première, mais qu'elle a pris un sacré coup aussi, notamment suite à ses annonces de résultats, mais aussi suite aux annonces de Trump, et le prix tout simplement est passé de 1000 euros à peu près à 829 euros, à 31% de performance. On va voir dans la watchlist en fin de vidéo qu'elle est toujours trop chère, donc je ne pense pas que je vais me renforcer sur ASML.
Ensuite, en sachant que mon PRU, vous voyez, est à 631. Donc moi, je l'ai eu vraiment à des niveaux de prix très attractifs. Ensuite, on a S&P Global qui, elle, pour le coup, a pas mal explosé. Je crois que c'est une des seules actions de mon portefeuille qui n'a pas corrigé suite aux annonces de résultats. Microsoft, qui, elle, s'est fait découper aussi, notamment à cause de la panne avec CrowdStrike, vous en avez probablement entendu parler. Ensuite, Intuit, Apple, Hermès qui elle baisse toujours également, mais beaucoup moins que LVMH et qui surtout a eu une bien meilleure performance au deuxième trimestre, surtout en Chine, que LVMH. Ensuite, on retrouve l'ETF S&P 500, puis on a Mastercard, Deutsche Börse qui m'a agréablement surpris, je dois dire, ce trimestre, puisqu'elle a fait des annonces de résultats époustouflantes pour une entreprise comme Deutsche Börse, avec 19% de croissance du chiffre d'affaires. Vraiment, elle se fait porter par son segment logiciel, c'est assez impressionnant. Ensuite, on a MSCI, Alphabet, Visa, Fortinet. D'ailleurs, petit point donc sur MSCI, c'est une action que j'ai achetée avant son annonce de résultats de Q1, donc je l'ai achetée mine de rien assez cher. Elle a corrigé ensuite, elle a fortement baissé, et je m'étais dit, purée, il va falloir que je la renforce. J'ai pas eu l'occasion de le faire, et résultat, elle a fait ses annonces de résultats de Q2, elle a fait des bonnes annonces, elle est remontée, et je suis dégoûté parce que je n'ai pas pu la renforcer. Donc je ne sais pas si je la renforcerai d'ici la fin de l'année, mais c'est sûr que MSCI, je veux en faire une plus grosse position dans mon portefeuille. Ensuite, on a Alphabet, donc Visa comme on a dit, Fortinet qui fait son apparition, donc je vous avais dit le mois dernier que j'hésitais probablement entre Fortinet, je crois, et MSCI. J'ai pris position sur Fortinet tout simplement parce qu'elle me semble vraiment beaucoup trop attractive aujourd'hui. Elle a des niveaux de valorisation qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, elle fait son apparition, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, avec beaucoup de potentiel de croissance, et qui me permet de m'exposer au secteur de la cybersécurité, qui est très intéressant. Ensuite, on a L'Oréal, LVMH qui s'est fait découper, et là on a de toute façon toutes les lignes de mon portefeuille. Vous voyez, à partir de Alphabet ici, on est en négatif, à partir de Alphabet, et vous voyez que LVMH, donc moins 12%, c'est assez catastrophique, elle est autour des 650 € à l'heure où j'enregistre la vidéo. Ensuite, on a Evolution AB, pareil, qui s'est fait vraiment découper, elle est autour des 1000 couronnes suédoises, et Dassault Systèmes qui est toujours en négatif et qui toujours chute et continue de chuter en bourse. Donc voilà, ça c'est pour la performance globale. Si on regarde un petit peu ici la répartition par pays, on voit qu'on a 51% aux États-Unis, 26% en France, 10% en Suède, 9% aux Pays-Bas et 4% en Allemagne. Et au niveau des secteurs, on a toujours la tech qui est première avec 33%, finance avec 29%, consommation discrétionnaire 26%, consommation courante 7% et communication 4%. Donc ça c'est Alphabet, la communication. Si on passe sur l'onglet dividendes, ici vous allez voir, alors le mois de juillet ça a été un mois vraiment assez faible en termes de dividendes. Il n'y a que Intuit qui m'a versé des dividendes ce mois-ci pour un total de 1,53, ce qui nous porte à un total de 166 € de dividendes en 2024. Donc moi, les dividendes ne font pas du tout partie de ma stratégie, ou en tout cas plus du tout partie de ma stratégie d'investissement. Je considère que c'est un bonus, et pour ma part, je ne compte pas vivre de mes dividendes avant au moins 20 ans minimum. Donc pour le moment, c'est quelque chose sur lequel je ne compte pas, c'est quelque chose que, je réinvestis constamment mes dividendes, mais j'avais quand même un objectif d'avoir 100 € de dividendes en 2024, donc il est largement dépassé puisqu'on est à 166 €. Et d'ailleurs, juste avant de passer au graphique de performance, je vous rappelle que là, je suis sur l'application IQ Invest, dans la partie analyse, puisqu'on a la gestion du portefeuille qui a fait son apparition sur l'application IQ Invest courant du mois de mai. Vous aurez les liens, bien évidemment, en description, et vous aurez un code promo de moins 10% qui s'affichera à l'écran et qui sera valable 24 heures après la sortie de la vidéo, et uniquement un mois, et pour les nouveaux inscrits, donc profitez-en. Et donc là, on se retrouve sur l'application Portfolio Performance, qui est une application gratuite. C'est une application que j'utilisais avant pour traquer mon portefeuille. C'est une application que j'utilise toujours pour avoir le graphique de performance, donc le graphique du calcul en TTWR, donc en True Time Weighted Return. Donc c'est une méthode de calcul de la performance qui ne prend pas en compte les dépôts et les retraits effectués sur les comptes. Donc ça permet d'avoir une performance beaucoup plus réaliste de son portefeuille et de ne pas prendre en compte les entrées et sorties. Surtout si vous êtes comme moi et que vous faites du DCA, forcément ça va complètement fausser votre performance. Donc en attendant que je sorte cette fonctionnalité sur l'application IQ Invest, et oui, ne vous inquiétez pas, ça va venir, j'ai pour objectif de sortir ce graphique courant fin août, courant du mois de septembre, allez on va dire fin septembre vraiment maximum, donc ça va arriver, mais en attendant je me sers toujours de Portfolio Performance.
Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que là on est sur la partie globale du portefeuille. Donc la partie globale, elle prend en compte mon PEA, mon compte titre, mais aussi mes ETF. Et ça c'est important parce que pendant longtemps j'ai eu du MSCI World et du Emerging Market qui ont plus ou moins plombé ma performance. Mais vous pouvez voir surtout que là, depuis début juillet, depuis le 11-12 juillet, mon portefeuille a complètement décroché et a décroché beaucoup plus vite que le S&P 500 qu'on voit ici, même si le Nasdaq, lui aussi, a beaucoup décroché suite au 8-9 juillet, par là, le Nasdaq a pas mal décroché aussi. Mais ce qui nous intéresse, donc moi, c'est pas forcément la performance globale de mon portefeuille que je regarde, puisque je sais qu'elle est plus ou moins faussée par ma partie ETF. Moi, ce que je regarde, c'est ma performance action globale, qui est juste ici, et qui là est filtrée pour le coup sur ma partie action uniquement. Donc celle-là, elle ne prend pas en compte les ETF que j'ai en portefeuille, elle prend en compte que ma partie action. Pourquoi ? Parce que je veux vérifier que ma thèse d'investissement fonctionne et que ma partie action individuelle surperforme les marchés à long terme, puisque si ce n'est pas le cas et que je me rends compte au bout de 5 ans, 10 ans que ma partie action sous-performe les ETF, eh bien dans ces cas-là, je changerai de stratégie, je liquiderai mes positions et je mettrai tout mon argent sur des ETF, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je bats toujours les marchés, même si vous voyez, là, c'est vraiment catastrophique. Depuis le deuxième trimestre, là, vous pouvez voir que vraiment mon portefeuille est repassé en dessous du Nasdaq à partir du deuxième trimestre, donc ça, c'est notamment dû au fait que je n'ai pas Nvidia en portefeuille et que le Nasdaq est vraiment porté et propulsé par Nvidia en ce moment, et vous voyez que mon portefeuille stagne plus ou moins depuis, et que en plus, pire que ça, à partir du 11-12 ici, le portefeuille a complètement décroché. Alors tous les marchés ont décroché, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500, mais particulièrement chez moi. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de LVMH, comme vous l'avez vu, qui a fait des annonces de résultats catastrophiques, en tout cas décevantes. J'ai également du Evolution AB en grosse position qui a fortement chuté. J'ai également Microsoft qui a fortement chuté. Hermès et L'Oréal également. Donc voilà, mon portefeuille n'est clairement pas aidé en ce moment. Donc là, à court terme, ça ne m'étonnerait pas potentiellement que je repasse en dessous du S&P 500. Je ne sais pas, on va voir. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, puisque moi je suis là pour le long terme et que je suis persuadé que cette stratégie va marcher sur 10 ou 20 ans. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on se retrouve ici sur l'application de nouveau IQ Invest et sur la partie watchlist cette fois-ci, et vous voyez qu'il y a pas mal de nouveautés. On a le multi-watchlist qui est sorti sur l'application avec la possibilité de créer plusieurs watchlists. Donc moi j'en ai créé 3, vous pouvez voir que j'ai ma watchlist à creuser, qui sont des actions ici qui m'intéressent mais que je n'ai pas encore en portefeuille et sur lesquelles je ne suis pas sûr de me positionner, surtout parce que j'ai encore quelques points qui me bloquent, notamment Games Workshop. Je vous avais dit dans mon analyse que Games Workshop m'intéressait, c'est vrai, mais il y a toujours le côté wokiste qui m'inquiète un peu chez Games Workshop, parce que j'ai pas envie qu'elle nous fasse une Disney, qu'elle flingue sa licence, surtout que Games Workshop n'a qu'une seule licence. Donc le problème, c'est que si elle fait n'importe quoi et qu'elle commence à introduire du wokisme dans l'univers et que les fans du coup se détournent de l'univers à cause de ça et que ça gâche le lore, eh bien tout simplement elle pourrait ruiner sa licence, et vu qu'elle en a qu'une, ça pourrait être vraiment dommageable pour le business model. Donc moi c'est vraiment ça qui m'inquiète aujourd'hui chez Games Workshop. Ensuite on a Dollarama, elle m'inquiète pas vraiment, enfin je pense que c'est une très bonne entreprise mais qui est très chère, et surtout je trouve qu'elle est pour le moment peut-être trop concentrée sur le marché canadien. Je sais pas, j'ai encore un peu de mal à me dire que je vais acheter Dollarama pour le moment, donc elle reste dans cette watchlist à creuser. Et également Partners Group Holding que j'ai analysé sur la chaîne m'intéresse beaucoup, mais je pense que j'ai besoin de plus creuser l'entreprise aussi pour pouvoir me positionner dessus. Ensuite on a les actions mortes, donc ça ce sont les actions que j'ai en portefeuille mais que je ne veux pas qu'elles viennent polluer ma watchlist parce que je ne compte pas les renforcer, voire je compte peut-être les vendre à court moyen terme. Mais pour l'instant elles restent dans mon portefeuille, juste je ne les renforce pas. Donc on a S&P Global, Intuit côté compte titre et Dassault Systèmes, L'Oréal, Deutsche Börse côté PEA, en sachant que justement j'hésite à faire un arbitrage en août. J'hésite beaucoup. En vrai, j'hésite à revendre donc Dassault Systèmes et Deutsche Börse. Pourquoi j'hésite à les revendre? Tout simplement pour acheter du LVMH à la place, pour acheter du LVMH sur le PEA, parce que en ce moment, elle est à des niveaux de prix qui sont vraiment intéressants. J'aurais envie d'en acheter à ces niveaux-là. Le problème, c'est que LVMH représente déjà beaucoup de parts dans mon portefeuille. J'ai un PRU qui est assez élevé, elle flingue ma performance, et c'est attractif, mais je ne sais pas si je vais faire ce move ou pas. Donc pour l'instant, ça reste en suspens. Ce qui est sûr, c'est que si on classe, donc moi en ce moment, il y a deux ratios que j'aime beaucoup pour évaluer les prix des entreprises, donc on va les mettre là, donc c'est le price to free cash flow growth et les free cash flow yield.
Et donc si on prend ces deux ratios, donc le price to free cash flow growth, donc c'est comme le PE, donc le PE c'est le price earnings ratio, donc price to free cash flow c'est celui qui est là, donc c'est le price to free cash flow ratio, donc en fait on divise le prix par les free cash flow par action de l'entreprise au lieu de le diviser par les EPS de l'entreprise. Donc moi c'est un ratio que je préfère parce que je préfère utiliser les free cash flow en règle générale. Et le price to free cash flow growth, en fait, qui est ici, c'est l'équivalent du PEG. Donc le PEG, c'est le PE ratio qu'on divise par la croissance des EPS. Donc si une entreprise a un PE de 20 et qu'elle a des EPS qui croient à 20% par an, on va avoir un PEG de 1 du coup, puisqu'on a 20 divisé par 20. Donc idéalement, on cherche des PEG autour de 1 ou inférieur à 1. Et ça nous donne une bonne estimation du prix de l'entreprise par rapport à son potentiel de croissance. Et moi en fait j'aime bien calculer ce ratio mais avec les free cash flow. Donc on prend le price to free cash flow et on le divise par la croissance des free cash flow et on obtient le price to free cash flow growth. Et donc si on le classe par ordre décroissant, ça nous permet d'avoir une plutôt bonne visu de quelles sont les entreprises les plus intéressantes à acheter par rapport à leur niveau de free cash flow actuel et leur potentiel de croissance des free cash flow. Vous voyez qu'en premier on a évolution AB, toujours sans surprise, mais je ne peux pas et je ne vais pas la renforcer parce qu'elle est aujourd'hui trop importante dans mon portefeuille, elle a déjà pris une trop grosse part. On a ensuite Fortinet, et donc Fortinet, je pense que c'est celle que je vais renforcer au mois d'août, parce qu'elle est encore à des niveaux de prix très attractifs, c'est une action en laquelle je crois, qui a beaucoup de potentiel de croissance, je pense, et également si on classe par free cash flow yield, vous voyez ici que c'est également la deuxième qui a les plus gros free cash flow yield après évolution AB. Donc les free cash flow yield, c'est tout simplement les free cash flow par action divisé par le prix de l'action, et ça nous donne en fait un peu l'inverse du price to free cash flow. Et voilà, donc c'est très probablement Fortinet que je vais acheter au mois d'août, tout simplement. Et ensuite vous voyez que sur des niveaux à peu près corrects également, on a Visa, LVMH, et l'IFCO. Alors l'IFCO, je pense que c'est un petit spoil là que vous allez avoir parce que l'analyse, je l'ai déjà tournée, mais elle n'est pas encore sortie sur la chaîne. Idem, alors non, Adobe, elle sera sortie quand vous verrez cette vidéo, mais l'IFCO ne sera pas encore sortie, donc voilà, petit spoil. Vous allez voir, c'est une action suédoise qui est extrêmement intéressante, que j'aime beaucoup, et sur laquelle je vais essayer de me positionner. Mais voilà, ensuite, dans ma watchlist, on retrouve donc Adobe, MSCI, Alphabet, Constellation Software, Mastercard, Apple, Hermès, Microsoft, ASML et Novo Nordisk. Et donc dans cette watchlist, il y a Novo Nordisk que je n'ai pas en portefeuille, Constellation Software et Adobe et l'IFCO. Voilà, ce sont les 4 entreprises que je n'ai pas encore parce que Novo Nordisk, je la trouve beaucoup trop chère, et Constellation Software et l'IFCO, je pense que c'est des entreprises sur lesquelles je vais finir par me positionner même si elles sont chères, et Adobe, je ne sais pas encore. Et voilà, donc tout simplement pour mes achats d'actions du mois d'août. Et également, juste avant de conclure la vidéo, je vous précise que au mois d'août et même au mois de juillet, j'ai commencé à acheter un peu de Bitcoin. Alors, je préfère être totalement transparent avec vous sur ce sujet parce que je n'ai pas envie que vous me disiez après oui, tu disais que les crypto-monnaies c'était de la merde, mais finalement t'en as acheté, blablabla. Alors oui, j'ai dit que c'était de la merde. Je pense que les crypto-monnaies c'est toujours de la merde. Par contre, je suis vraiment convaincu maintenant par le Bitcoin. Et je pense qu'il y a une vraie distinction à faire entre le Bitcoin, qui est vraiment quelque chose à part entière, et les crypto-monnaies. Et oui, je mets Ethereum dans la catégorie des crypto-monnaies, et pour moi, la catégorie des crypto-monnaies, c'est toujours du bullshit. Ça ne repose sur aucun fondamentaux, mais on aura, je pense, l'occasion d'en discuter dans des futures vidéos, notamment qui vont arriver en septembre, et qui vont être très complètes, que je vais vous faire sur notamment tout ce qui touche autour des fondamentaux des crypto-monnaies et notamment des fondamentaux du Bitcoin. Donc on va avoir l'occasion d'en reparler, mais juste pour vous dire ici, sachez que j'ai commencé à prendre position sur du Bitcoin au mois de juillet, que je vais continuer au mois d'août et que je vais continuer jusqu'à avoir une enveloppe d'à peu près 10 000 € positionnée sur du Bitcoin uniquement, et du Bitcoin évidemment gardé en cold storage, donc sur une clé, puisque ceux qui sont familiers avec le Bitcoin connaissent probablement ce dicton, not your keys, not your crypto. Si vous gardez vos cryptos, en tout cas votre Bitcoin, sur des exchanges, ou pire, si vous l'achetez sur des comptes titres type Trade Republic ou eToro qui ne vous proposent même pas l'option de les retirer, eh bien tout simplement je pense que c'est une très mauvaise idée puisqu'ils ne vous appartiennent pas. Enfin bref, voilà la petite précision que je voulais apporter pour être 100% transparent avec vous. Et donc nous en avons terminé, donc merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire
quelle a été la performance de votre portefeuille au mois de juillet. J'espère qu'il n'a pas été trop plombé par LVMH. Dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté au mois de juillet, ce que vous comptez acheter au mois d'août, et également dites-moi en commentaire quel est votre avis sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Je serai vraiment très curieux d'échanger avec vous là-dessus. Et évidemment, je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite un bon mois d'août, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!